Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Bienvenue à tous, Esprit Montagne installe son décor, son studio au cœur du Mountain Planet 2022. 3 jours pour la montagne de demain. Jérôme Riff, vous êtes le directeur de ce beau salon, le plus grand salon international de la montagne. Le plus grand, le plus beau, à Grenoble, au cœur des Alpes. On attend beaucoup de visiteurs. On a d'ailleurs dépassé les pronostics. Alors, à l'heure où je vous parle, on est à plus 13% en termes de fréquentation de visiteurs par rapport à l'édition d'il y a 4 ans. Alors Mountain Planet, c'est un millier de marques. Ils sont ici venus de, je crois, 68 pays. Oui, à peu près. Et de tous les domaines de l'aménagement de la montagne, mais pas seulement. Que vient-on faire ici au Mountain Planet ? Alors, on vient faire des courses, principalement. On vient chercher tout ce qui contribue à l'aménagement de la montagne. Donc, des solutions pour les domaines skiables, des solutions pour les hébergeurs, des solutions pour le tourisme. Cette année, le salon il est placé sous le thème de la transition écologique et surtout également de l'innovation, de la digitalisation de la montagne. Donc des marques, mais aussi des partenaires associatifs, beaucoup de monde pour réfléchir sur tous les enjeux de la montagne de demain. Ces enjeux qui ont pris plus de relief encore après la crise sanitaire que le monde entier a traversée. Je dirais que le Covid, pour beaucoup de choses, a été un catalyseur, un accélérateur de tendance. Aujourd'hui, la montagne, bien entendu, il y a le réchauffement climatique, dont les industriels, mais pas que, les gens qui vivent dans les massifs s'y intéressent, en sont conscients. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire ce qu'on a eu l'habitude de faire auparavant, et les gens en sont bien conscients. Merci beaucoup Jérôme Riff, je vous souhaite un excellent salon Mountain Planet et je vous laisse rejoindre tous les invités, tous les visiteurs, toutes les marques qui sont ici présents. Merci de nous avoir fait cet honneur. On va se diriger nous justement vers notre plateau télé ici, Télé Grenoble, en compagnie de notre irremplaçable consultant, le rédacteur en chef de Ski Chrono, le Dauphiné Libéré, Laurent Davier. Bonjour Lucille, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ça va Laurent ? Très bien, très heureux de se retrouver. C'est les retrouvailles après 2 ans un peu entre parenthèses, donc ça fait vraiment plaisir. Je voudrais juste avoir une petite pensée, puisqu'on est à Mountain Planet, pour Michel Drapier, notre confrère qui est décédé il y a quelques jours et qui était l'inventeur du SAM, du Salon de l'aménagement de la montagne, qui était l'ancêtre de Mountain Planet et de plein de magazines dédiés à la montagne. Voilà. Absolument, un créateur qui laisse ici son empreinte, bien sûr. Ici, on pense bien à lui et à toute sa famille. Et bienvenue à nos invités. Nous allons justement offrir une déclinaison de certains enjeux qui se présentent ici sur ce salon. Des enjeux touristiques, des enjeux de montagne sans l'accent, de montagne connectée avec du bob et des panneaux lumineux. On est à peu près bon. Bruno Thomas, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Bienvenue, vous êtes ancien pilote de bob et donc directeur aujourd'hui du site de La Plagne, ce site mythique et unique en France. On va bien détailler tout ça, bien sûr. Et Yann Pfister, vous êtes le directeur adjoint Lumiplan Tourisme, c'est nos voisins d'à côté. Bienvenue. Exactement, merci de l'invitation. Vous allez tout nous dire sur ces technologies. D'abord, on ne va pas bouleverser complètement le format de notre émission traditionnelle et on va tout de suite ouvrir cette émission sur un baiser de rideau, c'est le grand angle. Car Laurent Davier, la saison s'est achevée. Oui. Pour résumer quelques mots sur cette saison. Oui, on a fait les chronos d'or qui clôturent la saison de la neige avec Quentin Fillon-Maillet, champion des champions. Aucune surprise après ses 5 médailles aux Jeux Olympiques, ses 2 titres, son gros globe de cristal, il n'y avait pas photo. On a célébré ça avec tous les acteurs de la montagne. Et puis maintenant, on est dans une autre phase. Les athlètes sont en vacances. Certains se préparent à une nouvelle saison, d'autres ont pris leur retraite. On pensait que Johan Claret pouvait par exemple en descente prendre sa retraite, mais il recontinue au moins pour 1 an pour être au championnat du monde sur l'éclipse à Courchevel. On se pose la question. Une pièce pareille, ça serait bien dommage justement, oui. Tant qu'il en a. Tant qu'il en a, 41 ans. On se pose la question pour Tessa Worley, qui je pense est partie pour rester et être dans le portillon aussi de départ. Coralie Frassombé a dit oui. Elle a dit oui, elle repartira aussi pour une saison, la skieuse de Champs-Rousse. Après sa meilleure saison d'ailleurs. C'est vrai. Il y a également dans les staffs pas mal de changements de la fédération puisqu'on arrive à la fin d'une Olympiade et Bruno le sait. En général, des athlètes arrêtent, des entraîneurs arrêtent, il faut y en retrouver. Donc
pêle-mêle, on sait que Lionel Pélissier arrive chez les dames, directeur de l'équipe de France féminine. On cherchait quelqu'un pour les bosses, puisque Ludovic Didier est parti. On l'a trouvé ce matin, c'est Albert Bédoué, un ancien skieur de boss, qui prend la direction de l'équipe de France avec Perrine Lafont et Ben Cavé. Autre arrivée, celle de Cyril Burdet qui arrive du fond et qui vient prendre la place de Frédéric Jean en biathlon pour les dames. Il reste encore des trous un petit peu à combler parce que Jérôme Laheurte pour le saut est parti, on ne connaît pas son remplaçant. Et hier soir, Étoine Gouy nous a confirmé qu'il quittait son poste de directeur de l'équipe de France de combiné nordique. Voilà. Donc ça fait du pain sur la planche pour Éric Lazzaroni, le nouveau directeur DTN, directeur technique national par intérim, qui remplace Fabien Saguez, qui a pris plusieurs années de disponibilité depuis le 1er avril. Voilà. Et on suivra ça bien sûr toute la saison prochaine et on a hâte bien sûr de ces mondiaux. Ça y est, c'est dans moins d'un an. C'est dans moins d'un an. Absolument. Et puis aussi, cette saison s'achève sur un grand moment de fête qui est aussi le grand moment de tous ceux qui nous apprennent à skier. Voilà, les pulls rouges avec ce challenge des moniteurs. À Vars, voilà. Ils étaient plus de... Alors ça, c'est la finale. On peut croire que on nous dit 300 jours de soleil dans les Hautes-Alpes. Là, on est tombé sur un jour où il n'y en avait pas. Mais sinon, toute la semaine, il a fait très beau. 4000 moniteurs, une haie d'honneur de pull rouge et un vainqueur, Sacha Fivel, ancien coureur de Coupe d'Europe, un Mauriennais, fils de Christophe Fivel qui était en Coupe du Monde dans les années 90, qui a fait 4e à Val d'Isère. Donc, on a vu Arthur Baucher aussi. Voilà. On a vu Arthur Baucher qui a ouvert, Clément Noël, champion olympique de slalom, qui a aussi ouvert cette grande finale, ce championnat de France des moniteurs. Donc Sacha Fivel qui devance Robin Buffet, skieur de la Clusa, qui était aussi en Coupe du Monde. Ça montre le niveau qu'il faut avoir quand on fait le challenge des moniteurs. Ils étaient 122 en finale. Une femme. Voilà. Jessica de l'Alpe d'Huez, ancienne ski crosseuse. C'est déjà bien. Mais quand même, et voilà, il faut un sacré niveau pour déjouer tous les pièges de ces slaloms. Voilà. La station de Vars, un petit clin d'œil qui aujourd'hui est, on va dire, supervisée au niveau de son domaine skiable par un de ceux qui ont fait l'Alpe d'Huez. Ouais. Oui, c'est Christian Reverbel, voilà, qui a plus de 75 ans, je crois, mais et qui continue. J'ai pu voir qu'il était toujours sur le front de neige, prêt, voilà, il est là. Et Station de Vars, qui est le royaume du ski de vitesse, avec la piste de Chabrières, qui était aussi, qu'on a pu voir, qui est assez impressionnante. Voilà. C'est ça, en tout cas. Tout le monde a toujours bien autant la frite, comme nous ici d'ailleurs sur ce plateau. On va enchaîner bien sûr. Alors on ne va pas retourner complètement sur la terre ferme, on va glisser vers l'horizon de la Plagne avec un site vertigineux qui défie tout en fait. La vitesse, la résistance du corps humain, mais aussi la gravité bien sûr, c'est le focus de cette édition. Et ce site, c'est unique en France. C'est la seule piste de bob accessible aux athlètes de haut niveau, bien sûr, comme au grand public. C'est vous qui êtes donc à la manœuvre, Bruno Thomas. Bienvenue. Encore, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de votre invitation. Alors, c'est normal pour vous d'être aux commandes de quelque chose, puisque vous étiez déjà, on vous a connu aux commandes d'un bob. Alors, vous avez pris directement ces commandes alors, on a retrouvé une photo, les images, on n'en a pas beaucoup. Mais ça, c'est vous devant, vous étiez pilote. Oui, ça fait quelques années maintenant, ça fait 20 ans. C'était les 20 ans des Jeux Olympiques de Salt Lake. Effectivement, j'étais aux commandes du bob à 4 français pendant les Jeux Olympiques avec mes 3 coéquipiers. Ça fait 10e ? 10e, exactement, ouais. Et qui est derrière ? Alors, on a Michel André qui est le second, on a Thibaut Giroud qui était 3e et Philippe Pavio qui fermait la marche en break en 4e. Il n'y a pourtant pas si longtemps. Nous, si on est chauvin, on a aujourd'hui Romain Henrich qui se défend très très bien et notamment au JO de Pékin. Pas de médaille, mais une belle carrière. Pas de médaille, mais une très belle carrière et surtout des podiums en Coupe du Monde. Et puis, il a fait également énormément évoluer le sport au niveau en termes de matériel, en termes de performance au départ, parce que le temps de poussée était toujours un petit peu le talon d'Achille de l'équipe de France. Il a fait évoluer tout ça et puis il a un très très beau palmarès. Et même s'il n'a pas eu le résultat escompté pendant les Jeux Olympiques de Pékin, il a très bien figuré. Et puis, c'est vrai qu'il a su maintenir une qualité d'équipage, une qualité de pilotage qui, à mon avis, perdureront dans l'avenir, même si on est un petit peu au creux de la vague sur la détection et le recrutement des athlètes. Justement, le bob en France, c'est un petit peu un miracle quotidien, annuel. Comment vous faites pour continuer depuis tant d'années, à avoir des équipages qui se défendent face à des nations qui consacrent des millions à cette discipline ?
c'est un petit peu, oui, comme vous le disiez, c'est un petit peu la particularité en France, c'est qu'on a su, après les Jeux Olympiques d'Albertville, opérer, on va dire, une transition. On a su un petit peu capitaliser avec de la détection, du recrutement dans différents sports, notamment le rugby, l'athlétisme, même le foot américain. Donc des sports qui ont pourvu l'équipe de France de différents athlètes. Cette vague est un petit peu en train de s'atténuer, de diminuer. Mais ça a permis à chaque fois, en tout cas tous les 4 ans, d'avoir des athlètes et des pilotes notamment qui puissent représenter la France aux Jeux Olympiques. Alors là, on est un petit peu sur le creux de la vague parce que derrière, on n'a pas beaucoup on n'a pas de pilote aujourd'hui qui soit capable de représenter la France au niveau international. Mais bon, en tout cas, ça a permis également de faire émerger des équipages féminins, puisqu'on a Margot Bock qui était présente aux Jeux de Pékin et qui, elle, va continuer sur la prochaine Olympiade. Mais voilà, c'est toujours un petit peu un défi permanent que de recruter des athlètes de qualité. C'est vraiment le défi permanent. Ça tourne des fois un peu à l'opération commando, malheureusement. Et nos disciplines mériteraient d'avoir un peu plus de développement. Alors, je ne sais pas si c'est un élément qui va vous permettre de recruter des nouveaux bobeurs de l'équipe de France, mais un bob est présent ici en Mountain Planet. Et nous l'avons repéré, c'est le bob de l'équipe de France, hein, c'est le vrai qui est ici. Ah, je vous le confirme, c'est le vrai, c'est le véritable bob à 2 qui a concouru aux Jeux Olympiques de Pékin au mois de février. On le voit ici, d'ailleurs, il y a toujours le dossard qui est sur le capot à l'avant, le numéro 13, hein, qu'avait Romain. C'est le bob à 2. On voit l'intérieur ici avec l'emplacement à la fois du pilote et du break. On voit les manettes tout au fond qui permettent de piloter le bobsleigh et lui permettre de prendre les meilleures trajectoires. Et on voit que c'est très rudimentaire, c'est vraiment rustique. On cherche à avoir une performance optimale, donc avoir un minimum de poids à la poussée et un maximum de performance au moment de la glisse. Donc on a vraiment du développement, de la construction qui est très très rigoureuse. Ce sont des bobs qui sont fabriqués soit en Allemagne, soit dans les pays de l'Est, mais vraiment avec une rigueur industrielle. Quelle est la différence entre bob à 4 et bob à 2 dans ces disciplines ? Alors déjà le nombre d'athlètes, hein, comme c'est une lapalissade, mais déjà la longueur de l'engin, le bob à 4 est beaucoup plus long. On a des poussoirs latéraux pour permettre aux pousseurs de donner l'impulsion initiale et de pousser ensuite et d'embarquer en ayant la place pour 4 personnes. Et puis sinon sur les côtes même du matériel, elles sont légèrement différentes. Mais globalement, le principe est le même. On a un châssis qui est séparé en 2 parties. Une partie avant qui est articulée, une partie à l'arrière qui est plus stable, avec 2 axes qui sont également confectionnés de la même manière. C'est juste une histoire de cotation finalement. Ensuite, on a un bob qui est globalement similaire. Est-ce qu'on a une discipline raide, le bob à 2, le bob à 4 ? Alors historiquement, la France a brillé plus régulièrement en bob à 4. Les premiers titres, ça a été en bob à 2 avec Eric Allard à l'époque, qui était aussi un pilote grenoblois en bob à 2. Mais très très vite, Bruno Majon a fait briller le bobsleigh en bob à 4 avec une médaille aux Jeux de Nagano, médaille de bronze. Ensuite, un titre de champion du monde à Cortina en 99, champion d'Europe en 2000. Donc voilà, ça a été chaque fois du bob à 4 et on a toujours eu une culture de bob à 4 tout simplement parce que comme je vous le disais, on était un petit peu défaillant en poussée et cette défaillance-là, on l'a récupérée en pilotage et en développement de matériel. Donc plus culturellement, on est plus présent en bob à 4. Quelles sont les vitesses qu'on peut atteindre en bob de compétition ? Alors ça dépend des pistes. On a une piste à la Plagne qui permet d'aller à 137-138 km/h en vitesse de pointe, hein, on parle. Et puis on a des pistes à l'étranger, notamment celle de Whistler, des Jeux de 2010, qui permettaient d'aller à 155 km/h. En Suisse, Cortina, 145-150 km/h. Ça reste des vitesses de pointe sur des portions de pistes qui sont très glissantes, qui ne sont pas forcément techniques, sauf à Whistler où ils avaient cumulé le technique et la vitesse, donc c'était un petit peu dangereux. Mais sinon, on est aux alentours de 130-140. On va pouvoir aller regarder ça et vérifier ça dans un petit instant avec tout sur ce site de la Plagne. Puisqu'on parlait des historiques aussi en France, on a une pensée toujours et beaucoup de tendresse pour Emmanuel Eustache, oui, qui nous a quittés il y a quelques années et qu'on n'oublie pas. C'était un sacré personnage et quelqu'un de très attachant et qui était aussi un lanceur de poids. Un lanceur de poids grenoblois et qui a eu une carrière extraordinaire. Médaillé à Nagano. Voilà, malheureusement, il est parti beaucoup trop tôt. Oui. Et on a très régulièrement des pensées pour lui. On a d'ailleurs un championnat de France de poussée qui se déroule chaque année à La Plagne. Et on a le Grand Prix Emmanuel Eustache qui récompense le meilleur pousseur individuel. Allez, on va tout de suite aller regarder ces 19 virages qui ont une histoire à La Plagne. Ils ont été construits pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Les images n'ont pas l'air bien fraîches, c'est juste l'état de conservation, je vous rassure. Nous y étions, on était devant notre téléviseur. Et ça, c'est l'équipe d'Autriche qui l'avait remporté. Donc, pour essuyer les plâtres de cette belle piste à La Plagne.
Complètement, vous avez totalement raison. Alors, on le voit ici, la piste n'est pas couverte. Aujourd'hui, il y a une toiture qui recouvre entièrement la piste. Mais ce sont vraiment les images d'époque, c'est vraiment collector. Les Jeux Olympiques qui ont fêté leurs 30 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, cette piste, comme vous le découvrez, était avec des profils béton sur lesquels on avait mis donc, cette couche de glace, mais en respectant le profil béton. Et ces profils-là étaient, on va dire, pas très optimisé parce qu'à l'époque on n'avait pas les modèles de calcul comme on les a aujourd'hui et il y avait énormément de chutes. C'est une piste qui faisait vraiment peur à beaucoup de pilotes et il y en a pas mal à Albertville. Ouais, il y en a pas mal qui sont mis sur le côté. Il y avait même des pousseurs mais qui poussaient quasiment pas en fait. Ah oui, ils se mettaient dedans et ils attendaient que ça traîne. Exactement. Mais ça fait bizarre de voir aujourd'hui la piste comme ça sous cet angle-là parce qu'il n'y a plus de toiture, les virages sont similaires, ils tournent dans le même sens, mais les profils ont évolué, énormément évolué avec le travail des équipes de glaciers qui aujourd'hui ont vraiment un œil, ont vraiment une expertise et une expérience sur le façonnage des virages et ces profils de virages qui ont pas mal évolué. On y va, on va la découvrir telle qu'elle est aujourd'hui, vue d'en haut. Cette piste de la Plagne, donc la même. Hein. On a dit ça n'a pas été retoqué ni dans la distance ni dans les virages, elle est telle qu'elle. Simplement, elle est couverte, effectivement, et le système de refroidissement n'est pas le même. Complètement. On s'est affranchi de l'ammoniac qui était, on va dire, un peu décrié. Beaucoup décrié même, et chaque fois on avait cette épée de Damoclès en début de saison, savoir si on allait ouvrir la piste ou pas, parce qu'elle était soumise à la décision du préfet, et la DREAL était ici pour vérifier que tout était en ordre avec l'ammoniac. Donc il a été décidé de s'affranchir de ce système d'ammoniac. On a remplacé par de l'eau glycolée, donc du glycogène que l'on mélange avec de l'eau, qui permet d'avoir des performances de réfrigération et de s'affranchir de toute la réglementation liée à un site industriel qu'imposait l'ammoniac. Et puis effectivement, on a mis cette toiture qui recouvre la piste, qui permet de faire à la fois une chambre de froid, donc d'avoir des performances pour conserver le froid généré par le glycol qui perdait un petit peu en efficacité de froid, et surtout qui permet d'exploiter la piste quelles que soient les conditions météo. Et les équipes étrangères sont friandes de ça parce qu'elles investissent sur des entraînements et tout en s'affranchissant des conditions météo. Donc ça leur permet vraiment de s'entraîner quelles que soient et ça leur garantit vraiment une capacité à s'entraîner. L'une des grandes réussites de cette piste, c'est qu'en termes d'héritage, elle est toujours vivante, elle fonctionne. C'est la seule, hein. C'est la seule puisqu'on n'a plus la piste à l'Alpe d'Huez, la piste de Bob de 68. C'était pas gagné, puisque pendant les Jeux, on vous avait fait savoir que ça serait après les Jeux, il fallait oublier de... C'est exactement ça, on peut le rappeler de manière un peu cavalière. Le lendemain des Jeux, le coffre-fort est parti de la piste. Hein. Donc les lignes de crédit, les lignes budgétaires tombaient, les Jeux étant finis. Donc il y a eu une anticipation de la part des élus, de la part de la direction à l'époque, qui se sont posés très rapidement la question de savoir comment conserver ce site et comment gérer le post-olympique. Et ils se sont dit, le meilleur moyen, c'est de faire découvrir cette piste à un maximum de public et de permettre à tout à chacun de venir descendre. Donc il fallait créer ce besoin, justement. Exactement. Et en collaboration avec le bureau d'études du COJO, ils ont développé 2 engins. Dans un premier temps, c'était le bob raft, dans un deuxième temps, la speed luge. Le bob raft, c'est un gros bob capitonné qui est auto-freiné, auto-guidé et qui permet de faire descendre tout public. Donc ça leur a permis d'avoir une manne financière immédiatement après les Jeux Olympiques. Et on voit Alors ça, c'est du haut niveau. Ça, c'est du haut niveau. Voilà, on va le voir justement dans un petit instant, le parallèle avec le haut niveau, puisque le but, c'est d'amener le visiteur, le client, à s'immerger dans notre univers, dans l'univers du bobsleigh. Et ici, on le voit avec un bob raft qui va à 70-80 km/h et qui permet de ressentir les sensations un petit peu de l'athlète lorsqu'il va descendre. C'est déjà pas mal quand même, 70 à peu près. Là, ça c'est la speed luge. Là, c'est la speed luge, voilà, où on est tout seul. On va un petit peu plus vite, on va à 90-100 km/h. Là, pareil, auto-guidé, auto-freiné, on n'a pas besoin de piloter, mais on a déjà beaucoup plus de sensations et ça permet d'avoir une activité qui est à la fois familiale, amicale et de recevoir vraiment un public très large. Et puis on a le produit premium qui est le Bob Racing, où là vous descendez avec un pilote professionnel. C'est un véritable Bob qui a été aménagé avec ceinture de sécurité Arceau. Et on va à 120 km/h, on a 3-4 jets de pression. Là, vous êtes vraiment dans l'immersion de Rasta Rocket. Ouais, c'est exactement ça. Le pilote, par exemple, c'est vous? Vous en faites partie? Ça pourrait être moi. Alors même maintenant, de par mes fonctions, je suis amené un peu moins à piloter, mais mes collègues, en tout cas, le font très très bien. Et on a un pool de 10 pilotes qui descendent avec des bobs qui sont un petit peu
vieillissants parce qu'ils ont 20-30 ans quand même. Mais on a quand même des vitesses de 120-125 km/h, il y a de quoi se faire plaisir. Mais c'est complètement unique en France, parce que si je compare au train de la mine de notre ami avec deux oreilles, c'est la moitié moins rapide. Pour moi, c'est le sommet de ce qu'on peut supporter humainement. Alors je vous invite vraiment à venir essayer le Bob Racing. C'est grisant. On retrouve vraiment la sensation de vitesse, la sensation de jet, de pression. Il y a un côté grisant. Mais alors évidemment, par rapport au petit train de la mine, ça va légèrement plus vite. Par contre, on est vraiment dans l'immersion de l'activité sportive. On sort de l'activité ludique, de l'activité touristique, même si ça en reste une, pour aller, on va tutoyer le côté sportif. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et cette année, on a fait quand même descendre 13 300 personnes sur la piste, que ce soit en Bob Racing, en Bob Raft ou en Speed Luge. Combien ça coûte, justement? Alors, accessible à tout le monde? C'est accessible malgré tout, ça reste un coût. Le Bob Raft, c'est 48 € par personne, la Speed Luge 112 et le Bob Racing, c'est un peu plus cher, 128 € par personne. Alors tout simplement, ça s'explique par deux postes. Un, on a une masse salariale qui est importante pour maintenir la glace en parfait état de qualité pour que les engins ne dégradent pas trop la glace au fil des descentes. Il y a un coût énergétique puisque la glace est tout simplement produite avec la réfrigération de la structure béton, donc c'est de l'énergie. Et puis il y a le coût à un moment aussi de l'exploitation même de la piste. Donc voilà, ça fait un produit qui est un petit peu onéreux, mais qui est malgré tout accessible pour ceux qui sont en manque de sensations fortes. Pour les enterrements de vie de garçon ou de jeunes filles, par exemple, ça doit marcher, ça. Et Bruno me disait que si on va à Whistler où on peut faire ce type d'activité en Bob Racing, c'est ça? Oui. Ça coûte beaucoup plus cher, donc mieux vaut venir à la Plagne. Et on crée des vocations aussi, parce qu'à partir de quel âge est-ce qu'on peut monter dans ce Bob, le vrai? Alors le vrai, on peut commencer à partir de 16 ans, on peut commencer à piloter. Et puis les compétitions, c'est à partir de 18 ans. Un petit peu avant, on peut commencer à partir de 14-15 ans sur du pilotage sur le dernier tiers de la piste. Mais des disciplines comme la luge, par exemple, on peut commencer à partir de 7 ans. On a énormément de programmes de développement de luge avec des scolaires qui commencent à partir du 14e virage. Donc on a les 5 derniers virages, mais ça va tout doux. On a un enfant à la piste de la Plaine qui part du virage 14. Il a 8 ou 9 ans. Le skeleton, c'est à partir de 12 ans. Voilà, on peut très jeune commencer. On peut descendre avec la tête en avant. Complètement. Alors bien évidemment, on ne va pas partir du sommet de la piste, on va partir du dernier tiers. Donc voilà, ça va être de l'apprentissage, mais c'est très ludique. C'est de l'apprentissage de la trajectoire, de la réaction de l'engin. Et puis au fil des ans, au fil de la prise d'âge, on va commencer à monter ensuite au virage 6 et puis après au sommet. Et vous avez des structures qui accueillent des séminaires d'entreprise, par exemple? Parce que ça aussi, ça doit cartonner. Complètement, c'est un axe de développement de la piste. On a aujourd'hui un projet, c'est en cours d'aménagement de l'ancien vestiaire du départ Lugom qui va être aménagé en salle de séminaire, en salon privatif, de manière à pouvoir accueillir soit une privatisation d'espace, soit une entreprise qui souhaite faire une opération avec une forte identité sur de la communication interne, externe, à faire du séminaire, couplé avec des expériences des produits de la piste. On a vraiment aujourd'hui un produit fini, un produit global qui permet à la fois de faire du travail avec des collaborateurs, du team building et également une expérience dans le bob. Et ça permet aussi d'avoir souvent des liaisons parce que, comme vous le disiez, descendre dans le bobsleigh, c'est forcément des sensations. On doit un petit peu appréhender pas sa peur, mais son appréhension. Donc il y a des liens à faire. On tombe dans les pommes? J'ai jamais vu une personne tomber dans les pommes dans un bob. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi va ressembler le prochain team building de Télé Grenoble. Donc, je crois que notre patron regarde l'émission. On y va tout de suite. Alors, je crois là, ça va encore. On fait coucou. Donc, c'est une GoPro en fisheye qui s'est mise à l'avant de l'appareil. Donc, on est allé quand même un petit peu plus loin. Là, ça commence à aller vite. On n'est pas au max, pas du tout là. Non, on est là, on commence à aller à 50, 60, 70 km/h. Ça rigole beaucoup. Ça se coupe quand même. Ouais, là, on va arriver dans le virage 4. Alors, c'est vrai que l'effet 360 n'est pas très visible, mais on prend tout de suite 100 km/h à l'approche du 6e virage. Et ensuite, c'est plus l'effet de pression qui est marquant. Lorsqu'on arrive sur les grands virages, notamment le virage 15 et 16, qui sont sur le dernier tiers de piste, là on a 4 G de pression, 3-4 G de pression. Est-ce qu'ils n'ont pas l'air... Mais ça se passe bien. Ils n'ont pas l'air bien. Oui, mais il sourit un peu moins qu'au début, il grimace, là, le monsieur devant. Alors, en général, les gens crient au départ, et à partir du 6e virage, on les entend plus silencieux. Ils subissent. Mais en tout cas, il y a une véritable euphorie. Je peux vous assurer que l'ensemble des clients qui arrivent en bas après leur descente sont dans un état très très euphorique parce qu'il y a tellement de sensations, tellement d'adrénaline pendant cette descente
on a un enthousiasme, une euphorie qui est Là, ça se voit, ils naturelle. sont contents. On tape pas la tête, on peut pas taper la tête. Non, À aucun moment. Ouais. On a le casque de toute façon. Il y a le casque, il y a une minerve aussi, une minerve qui protège le cou. L'avantage de cette activité touristique, c'est que ça a permis aussi de maintenir des compétitions et le sportif. Donc non seulement ça aide le modèle économique, mais ça permet de... Complètement. Il y a une vraie dynamique entre l'activité sportive qui va participer à la notoriété et au rayonnement de la piste, puisqu'on accueille des compétitions internationales chaque année. L'année dernière, c'était en luge. Il y a 2 ans, c'était en parabob, la discipline handisport du bob. Donc ce modèle, en fait, ces compétitions internationales nourrissent le développement, on va dire, de notoriété et le rayonnement sportif. Et ça permet de faire de la promotion, de faire venir cette activité touristique, d'approvisionner cette activité touristique qui, elle, cette manne financière va permettre tout simplement de maintenir cette infrastructure en activité et de la faire perdurer. Maintenant, depuis 30 ans, c'est un modèle économique qui a été complètement innovant, qui a été vraiment précurseur à la Plagne, qui aujourd'hui n'existe nulle part ailleurs, comme vous le disiez, comme vous le signiez tout à l'heure. Et ça, justement, ça permet, nous, de faire de la promotion de nos disciplines et puis tout simplement de faire durer cette aventure qui est à la fois l'héritage des Jeux Olympiques d'Albertville et qui fait aussi partie du patrimoine olympique français. Bien sûr. Pour en avoir discuté justement avec Christian Reverbel il y a peu, il a eu la lourde tâche, comme il le dit, de déconstruire le site de l'Alpe d'Huez. On aurait pu peut-être faire quelque chose. On ne va pas revenir dessus. C'était ainsi. On ne sait pas si ce type de site pourrait avoir un potentiel ailleurs, mais on est très fiers. C'est mieux d'être à l'ombre. Lorsqu'on est une piste de bobsleigh, c'est mieux d'être construit à l'ombre. En plus, comme on reparle de Jeux Olympiques en France, bon, c'est pas fait, mais entre 2030 et 2034, soit Aura, soit la région PACA, qui est très très dynamique en ce moment sur le sujet, bon, on aura peut-être besoin d'une piste de bobsleigh qui existe déjà. Elle est toujours aux normes. Il faut savoir que le CIO, d'ailleurs, dans sa programmation de développement durable et dans sa volonté, malgré tout, d'optimiser et de rationaliser les infrastructures, les 2 infrastructures qui coûtent le plus cher sur l'organisation de Jeux Olympiques, ce sont le tremplin de saut et la piste de bobsleigh. Donc il y a une vraie volonté de réutilisation des sites existants. Donc effectivement, la piste de la Plagne se positionne complètement et naturellement dans un avenir olympique, que ce soit en France ou même à l'étranger. On peut imaginer que demain, une candidature olympique en Espagne, ou si à un moment le projet de Cortina pour 2026 n'aboutit pas parce que pour X raisons, la piste de la Plagne sera naturellement une option envisageable. La piste est encore normalisée. On a les commissions techniques qui viennent cet été pour valider les normalisations pour les certifications pour recevoir les compétitions internationales. Donc c'est tout à fait dans le domaine du possible. C'est vrai qu'en termes de reconversion des sites, on ne dirait pas du tout que le site de saut à ski, les tremplins de Courchevel ont 30 ans. Ils existent, ils tournent toujours aussi à plein régime à Courchevel avec une très belle nouvelle piste de l'Eclipse. Donc on a pas mal d'arguments comparés à la région PACA qui travaille aussi sur le sujet. Allez, on est ici justement pour être tous partenaires et non pas concurrents. Merci de nous avoir fait découvrir ce site. On se retrouve très bientôt là-bas, je crois. Avec grand plaisir. En tout cas, vous êtes vraiment les bienvenus. C'est pas tombé dans l'oreille de sourds au pluriel ici. On bascule chez nos voisins d'à côté. Ici, donc notre studio, on vous le rappelle, est installé en plein cœur de ce Mountain Planet 2022 qui va donc des sites touristiques aux aménageurs de pistes. Vraiment ici, on a tout un tas de remontées mécaniques, damage, toute la panoplie. Enneigeurs, etc. Et également la montagne connectée que vous représentez. Lumiplan. Exactement. C'est exactement ça. Donc Yann Pfister, on rappelle que vous êtes directeur adjoint de Lumiplan Tourisme. Lumiplan ou Lumiplan Tourisme? Alors Lumiplan, c'est un groupe de 250 personnes. On fait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 3 secteurs d'activité, le transport public, la ville et le tourisme. Et donc, on a maintenant la chance de fêter nos 50 ans d'expérience à la montagne, et qui est l'activité historique de la société. 50 ans où on accompagne les stations de montagne pour les équiper d'un système de communication client en temps réel performant et innovant. Alors, communication client en temps réel performant, en gros, ce sont les panneaux qu'on voit ici, qui ont l'air, ce ne sont pas que des panneaux lumineux, c'est bien plus que ça. C'est des plans de piste, mais c'est des plans de piste assez élaborés quand même. Alors, et pas que des plans de piste. Alors, quelle est votre activité justement ? C'est un outil de communication qu'on met à disposition des autorités organisatrices de territoire. Alors, ça peut se matérialiser avec des solutions matérielles, avec des plans, des écrans LED, des systèmes d'information en caisse, mais aussi toutes les solutions digitales
en applications web ou mobile pour alimenter les sites web en informations de temps réel, les applications officielles des destinations. Donc c'est tout le système d'information client qui est connecté avec une seule plateforme. Alors, montagne et pas seulement, les collectivités en général. Exactement, dans les 3 secteurs d'activité. Très bien. Alors, ce qu'on voit ici, on a vu différents partenaires. On a vu Meribel ici, notamment le plan des pistes, les couleurs des pistes, la situation de l'enneigement également, tous les types d'informations, le risque d'avalanche. Alors, on intervient dans plus de 180 stations à travers le monde, avec une grande part de marché en France, puisqu'on équipe plus de 90% des stations de montagne en France. Et on accompagne justement l'info client. Le domaine skiable, c'est un milieu un peu particulier. Les gens, il faut les accompagner, les mettre en confiance, les informer sur le risque avalanche, leur donner des informations sur l'itinéraire, les temps d'attente, qui est un besoin d'information très important pour ne pas vivre une mauvaise expérience. Donc on met en œuvre toutes ces solutions pour accompagner les clients de nos clients au quotidien. Mais comment vous savez tout ça ? C'est quoi votre source d'information ? La collecte de l'information. Voilà, comment ça marche ? Alors on édite depuis maintenant 20 ans un logiciel qui s'appelle InfoNeige, dont sa nouvelle version est prête et dans les tiroirs, qui permet d'agréger toutes les informations. Donc on va collecter les informations soit via un outil de saisie manuel qu'on met à disposition des stations, dans le central des pistes, soit avec des interconnexions de flux de données. On travaille avec Météo France, avec d'autres acteurs qui fournissent de l'information. Et ensuite on va mettre en forme ces données et les planifier leur diffusion de manière unique sur l'ensemble des médias de communication du territoire. Alors, la nouveauté, c'est que vous êtes venu par l'hiver, mais l'été est devenu une saison importante pour vous, d'autant plus avec la période qu'on a connue. Exactement, donc on a eu une période Covid un petit peu forte, disons, sur l'activité. Comme tout le monde. Et ça nous a forcé un petit peu à catalyser, à accélérer des changements qui étaient déjà ancrés chez nous et la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut apporter, cette expérience de l'info temps réel en station qui est très particulière, liée au contexte montagne, comment on peut l'apporter et la détourner dans d'autres usages. Et on a commencé à réfléchir au sujet pendant la crise et on a trouvé un marché qui nous semble très intéressant, qui est le monde du vélo, qui est quelque chose en forte croissance, à fort potentiel. On a plus de 20 000 km d'itinéraires vélo en France. On a créé aujourd'hui un certain nombre d'itinéraires et aujourd'hui il manque de l'information. On a l'infrastructure, on a les routes, on a les itinéraires. Sur les dénivelés, sur la situation météorologique également, c'est ça ? Sur tout ce qui se passe autour des véloroutes. Le pays de la France, c'est un pays qui est très riche sur l'offre sur les bons restos qu'il peut y avoir sur une étape. Sur les bons restos, sur les bons plans pour les hébergements. Et donc en fait, notre objectif, c'est de mettre en valeur tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'autoroute, on a les infrastructures, mais la pointe, la cerise sur le gâteau, c'est de mettre en valeur l'offre touristique qui se passe à côté des véloroutes. Et c'est vrai que si on y réfléchit, la problématique est très ancienne, celle de l'information, et notamment en ce qui concerne le risque d'avalanche. Le grand public ne connaît pas toujours ces références. Est-ce que là, vous avez justement un rôle à jouer par le biais de ces écrans, par le biais de toute l'information que vous pouvez connecter, collecter? Il y a une vertu pédagogique et puis même légale parfois qui est importante. Donc on se doit de garantir une diffusion de l'information juste, au bon endroit, au bon moment, pour la bonne personne. Ça, c'est évident. C'est une information et pas un conseil, en fait. Exactement. Alors il peut y avoir des informations qui soient très importantes comme le risque avalanche, mais on peut aussi amener des conseils avec des itinéraires malins, avec la piste du jour. On peut aussi trouver des manières détournées de diffuser l'information pour animer plutôt que faire uniquement de l'information utile. On est quand même dans un monde où les gens sont là en vacances. Ils ont besoin de déconnecter. On a besoin de leur faire vivre des expériences géniales comme sur la piste de bobsleigh de la Plagne. Et on peut aussi amener l'information de manière un peu décalée pour que ça parle plus et que l'utilité aille avec l'expérience vécue. Et pour l'activité vélo, ce n'est pas des plans de route et de choses comme ça, c'est sur son téléphone, c'est l'accompagnement sur une appli. Alors pour les vélos, on a imaginé un système qui est complètement autonome en énergie.
Donc c'est des totems d'information qu'on va disposer le long de la véloroute. Et l'idée, c'est de fonctionner à plusieurs étages. On a un premier niveau où on va attirer de loin l'attention avec des pictos de service. On va dire, voilà, à tant de kilomètres, il y a un restaurant, il y a un point de vue, il y a un château. Donc on va déjà susciter un petit peu l'intérêt des pratiquants. Ils vont s'arrêter, ils vont consulter un écran numérique qui, lui, est consultatif. Et là, on va donner une information de temps réel qui est chaude et de qualité sur les horaires d'ouverture, les numéros de téléphone, les distances pour accéder à chaque point d'intérêt, les événements du jour. Et on va accompagner ensuite les usagers jusqu'à la destination avec un petit QR code où il peut scanner toutes ces informations, les embarquer avec lui et lancer un itinéraire vers le lieu. Donc on a vraiment pensé le parcours client du début à la fin. Et c'est combien de personnes l'Umiplan ? 250. Et je dirais, c'est combien d'écrans? Parce que là, on voit un écran immense. Vous avez plusieurs gammes, j'imagine. Des totems, des écrans géants. En nombre d'écrans, c'est très compliqué parce que si on commence à parler des écrans de transport public, je crois qu'on est à plus de 12 000 bornes d'information voyageurs installées. Installées, déjà en service. Voilà. Donc je ne saurais pas vous dire le chiffre complet. Je crois que sur les applications mobiles, on est à plus de 9 millions de téléchargements. On a été dans les précurseurs, on a fait les premières applications pour les montagnes en 2009 sur iPhone 3. Donc c'est une expertise maintenant qui est bien ancrée chez nous et sur laquelle on compte bien continuer à proposer nos services dans la durée. Donc l'Umiplan, on est à plus de 2500 clients sur la ville en France. Et donc ça, aujourd'hui, on espère que c'est un bon début. Et vous êtes présent à l'étranger ? Présent à l'étranger, on a une filiale en Espagne, en Italie, en Asie, en Afrique du Nord et en particulier pour la montagne, l'Umiplan North America aux États-Unis, où on est leader également du marché. Donc on a une présence mondiale. Et vous aurez donc 19 nouveaux écrans, donc il vous reste 18 virages, il vous reste 17 virages, je ne sais pas si on peut mettre, on ne les verrait pas. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'au 4e, si peut-être, mais après... Ah. Le souci, c'est peut-être de réussir à faire arrêter les gens en bobsleigh pour aller accéder à l'information. Ce serait un peu plus compliqué là. Oui. Voilà, ça c'est un jeu. Ceux qui sont bons, c'est ceux qui ont regardé ce qui était écrit sur le plateau et sur le panneau et qui retiennent. Bon, en tout cas, merci de nous avoir donné cet éclairage, hein, sans mauvais jeu de mots non plus. Merci. Sur votre activité, on vous souhaite bonne chance après ces périodes compliquées qui ont été traversées par l'ensemble des acteurs de la montagne, bien sûr. Et on a donc hâte, hein, Bruno Thomas, de vous retrouver dans cet équipement ou pas. On verra. L'hiver prochain. Ouvert à tous les publics à partir de 16 ans, on le rappelle. Exactement, et on ouvre au public à la date d'ouverture de la station. Et aux plus petits, en comptant des virages beaucoup plus bas. Exactement, à partir, en fait, c'est 1,30 m ou à partir de 14 ans jusqu'à... Et en toute saison. Alors, la piste... Parce que ça... Non, la piste est ouverte effectivement pendant l'ouverture de la station. Donc, en général, c'est deuxième semaine de décembre et on ferme à la première semaine d'avril. Et pas de roulette? Pas encore, mais c'est dans les cartons. D'accord. Et on va sortir tout ça des cartons et ça, c'est un petit peu le prochain objectif. Bon, ben on débarra vos futurs cartons avant de déballer ce nouveau numéro d'Outlines. Il est tout nouveau. Comme l'Umiplan, hein, se met au vélo. Hein, on fait toutes les pratiques aux 4 saisons. Donc un spécial vélo, gravel, VTT, des tests, vélo de route. Voilà. Donc pour la belle saison, c'est l'échappée belle. Voilà, c'est un petit conseil du jour pour bien vivre la montagne au printemps. Au printemps et tout l'été aussi. Merci beaucoup Laurent Davier. Merci encore à vous d'avoir été avec nous. Merci à Nathalie Faure, chef d'édition de cette émission, à Favoris Productions pour les moyens techniques. Passez une très bonne journée. Au revoir. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles.